En manchette ce soir, les Témiscabitibiens aux urnes pour les élections fédérales. La lutte s'annonce serrée entre la bloquiste Sylvie Bérubé et la libérale Mendigo Masti. Un adolescent happé à Rouyn-Noranda. Des résidents d'Anglier dénoncent l'état de certains chemins. Bon lundi soir, merci d'être avec nous pour le TVA 18h. C'est jour de vote partout au pays et on va justement rejoindre nos journalistes Félix et Alexandre pour nous parler des élections fédérales. On débute avec vous, Félix, du côté d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. C'est une course qui s'annonce quand même intéressante puisque c'est très serré présentement. Effectivement, c'est au coude à coude entre les libéraux et le Bloc québécois. Selon les plus récentes projections de Canada 338, la libérale Mendigo Masti récolte 35 tandis que la bloquiste Sylvie Bérubé arrive avec 34 Et c'est suivi par le conservateur Steve Corriveau qui, lui, a 24 et le NPD avec son candidat Tai Higashiara ont 4 Et qu'Emilia, c'est pas accessible de voir le nombre d'électeurs qui ont voté en temps réel aujourd'hui dans la circonscription. Par contre, on sait que 17,5 des électeurs se sont déplacés pour le vote par anticipation dans le comté. Justement, on est allé à la rencontre d'électeurs plus tôt aujourd'hui. Je vous laisse entendre ce qui en est ressorti. C'est quoi la question centrale au cœur du vote des Canadiens et Canadiennes? Moi, je te dirais c'est plus la crise du logement puis l'inflation. Tu sais, la jeune génération, on n'aura peut-être pas la possibilité de pouvoir acheter une maison comme nos parents. L'économie, la santé, l'éducation, ça revient à tous les années, à tous les votes, à tous les... Un jour, on va peut-être s'en sortir. J'ai surtout suivi les élections sur TikTok avec des personnes qui vulgarisaient comment c'était les élections et tout, mais publicité réellement, j'ai rien vu, à part des pancartes de visage. Le plus important, c'est le développement économique, c'est sûr, puis social aussi. Moi, je vote pour le Québec, pour protéger notre territoire à nous autres. Ce qui se passe en Ontario, à l'autre bout, je sais que les autres, ils vont voter pas pour nous autres, là, mais moi, je vais voter pour nous autres. Donc, Emilia, Mendigo Masti a voté par anticipation. Elle sera à Chibougamau ce soir, tandis que la bloquiste Sylvie Bérubé a voté plus tôt aujourd'hui et elle va passer la soirée du côté de Val-d'Or. Steve Corriveau, du Parti conservateur, a voté par anticipation et il va passer la soirée à la maison, alors qu'on n'a aucune nouvelle du NPD de son candidat Tai Higashiara. Pour ma part, je vais être sur le terrain ce soir, donc je vais vous revenir demain avec les résultats et des réactions. Oui, ça risque d'être fort intéressant. Et maintenant, on va se tourner du côté d'Alexandre pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Alexandre, il y a un réel engouement pour aller voter. Oui, j'ai parlé avec une employée d'Élections Canada cet après-midi et elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vu un tel engouement à aller voter dès ce matin, 9 h, à l'ouverture des bureaux à Rouyn-Noranda. Déjà, il y avait des files de gens et depuis, ça n'a pas arrêté. On a également les chiffres du vote par anticipation, 9 000 votes, soit 11 des votants dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue qui avaient pris de l'avance. Parlant d'avance, le député sortant Sébastien Lemire serait toujours en chaise conducteur avec 42 des intentions de vote selon Canada 338. Les libéraux de Jonathan Andresen viendraient au deuxième rang avec 29 Un revirement de situation est peu probable à l'heure qu'il est. Il faut l'admettre que tout est possible encore une fois. Je suis allé faire un tour du côté du centre des congrès de Rouyn-Noranda où l'excitation est à son comble. Voici les réactions. Écoute, c'est notre devoir de citoyen, je pense. On est obligé de le faire, puis c'est notre futur qui se décide en ce moment-là. J'ai fait la boussole électorale, puis pour vrai, ça l'a... Mon choix a été vers ce que je pensais déjà que j'allais faire, puis j'ai continué dans cette voie-là aussi. C'est la première fois que je vote, honnêtement, je trouve ça le fun quand même. On va voir, il n'y a pas des games de Canadiens, on va peut-être l'écouter. Bien, ça a tout le temps été important, mais cette année, c'est plus. C'est vrai qu'il y en a certains qu'on ne veut pas qu'ils soient au pouvoir. C'est surtout pour ça que je vais voter, qu'il y ait moins de votes pour eux.
Et Alexandre, pour ce qui est des candidats, à quoi ressemblait leur journée? Pour Sébastien Lemire, c'est intéressant. Il est parti tôt ce matin de la ville de Témiscamingue et ensuite remonté tout le territoire en faisant le tour des bureaux de vote. Il passera la soirée dans ses bureaux au centre-ville de Rouyn-Noranda. Jonathan Andresen du Parti libéral va passer la soirée électorale à l'Hôtel Albert de Rouyn-Noranda. Le conservateur Steve Tardif a pour sa part choisi de passer la veillée du côté d'Amos. Et le néo-démocrate Jérémy Junot ne fait rien. Il a voté par anticipation. Il se trouve présentement à la Baie James. Et finalement, Kémilia, pour ceux qui sont déjà allés voter, l'ont peut-être remarqué, un candidat du parti Rhinocéros se retrouve sur le bulletin de vote. Il s'agit de Vincent Palin-Bussière. Voilà les 5 noms que vous retrouverez sur votre bulletin de vote ce soir. Si vous n'êtes pas déjà allé, je vous rappelle que les bureaux de vote ferment à 21h. Et Kémilia, je quitte à l'instant pour entamer ma tournée des quartiers généraux des candidats. Je vous reviens demain avec un reportage complet sur la soirée d'hier. Ouais, les bureaux ferment à 21h30. Ouais. Mais merci Félix et Alexandre et bonne soirée sur le terrain. Au revoir. Et d'ailleurs, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a fait un arrêt à Val-d'Or samedi matin dans une circonscription où, comme on le disait plus tôt, rien n'est joué entre Sylvie Bérubé et Mandy Goldmasty. Reportage d'Alexis Dumont. Le Bloc québécois ne ménage aucun kilomètre en cette fin de campagne électorale. Je vais prendre toute la durée de la campagne jusqu'à sa fin pour continuer à interpeller les gens. C'est à Val-d'Or samedi que le chef Yves-François Blanchet tentait de convaincre les derniers indécis à faire pencher le vote du côté bloquiste. On ouvre les conversations, on fait vivre les sujets, puis on dit aux âmes de bonne volonté de se mettre à l'écoute parce que les propositions qu'on fait sont certainement bonnes pour le Québec et probablement pas nuisibles pour d'autres régions du Canada. Les 2 circonscriptions appartenant au Bloc depuis 2019, M. Blanchet souhaite que son parti continue de desservir la région, une région qu'il qualifie d'importante. C'est un lieu emblématique pour moi de l'économie québécoise. Je suis venu souvent dans la région ici. C'est une région entrepreneuriale, dynamique, très, très forte et très, très fière de son économie. Bien, si les propositions qu'on fait peuvent servir l'Abitibi-Témiscamingue au niveau agricole ou au niveau minier ou au niveau forestier ou au niveau commercial, je vais être très, très fier d'avoir contribué. C'est à cet endroit que Sylvie Bérubé regardera attentivement le dépouillement des votes lundi soir. Même si la lutte s'annonce très serrée avec les libéraux dans Abitibi, Baie James, Nunavik et You, elle se dit confiante à quelques heures du vote. C'est une campagne atypique, hein? Donc moi, je ne me fie pas au sondage, je me fie au pouls de la population. Quand je vais sur le terrain, je les sens, on parle ensemble et je pense que je vais avoir l'appui de la population le 28 avril prochain. Une confiance également présente pour Sébastien Lemire dans Abitibi-Témiscamingue. Je suis un gars de la région qui travaille pour la région depuis 6 ans particulièrement, à amener des propositions qui sont propres à la région. Ma campagne était très régionale aussi dans son approche et ça, je pense que c'est ce qui va être retenu énormément. Et est-ce que la visite du Bloc au lendemain de celle de la ministre sortante libérale Mélanie Joly était une stratégie? En même temps que Mme Joly à Val-d'Or, comment est-ce que vous interprétez la double visite? On dînera pas ensemble. Alexis Dumont, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Élection fédérale, avez-vous voté? » Vous avez répondu oui à 87 %. Et on poursuit avec une triste nouvelle. Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie vendredi soir sur l'avenue Granada à Rouyn-Noranda alors qu'un véhicule l'a percuté en bordure de la route. William Maillat les détails. C'est tout près de cet endroit qu'un adolescent de 17 ans a été happé mortellement vendredi soir vers 22h45. Le conducteur du véhicule, Tommy Roy, 39 ans, a ensuite pris la fuite avant d'être retracé et arrêté à son domicile par les policiers de la Sûreté du Québec. Le conducteur, Tommy Roy, 39 ans, qui avait pris la fuite, fut arrêté chez lui pour conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort ainsi que délit de fuite ayant causé la mort. Donc, il a été transporté au poste afin de fournir des échantillons d'haleine à l'aide de l'éthylomètre. Puis, les résultats ont donné un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite permise par la loi. Le suspect fait face à des chefs d'accusation de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort,
délits de fuite mortels et menaces de mort envers les policiers. Plusieurs personnes que nous avons rencontrées trouvent que les automobilistes circulent à une trop grande vitesse dans ce secteur de l'avenue Granada. Ça rentre vite dans le rang, ça roule. Ah oui, c'est 70, puis sûrement que ça roule le 90 et plus. Pour sa part, cette autre personne qui se promène régulièrement avec son chien en bordure de cette route, la vitesse n'est toutefois pas un problème. Non, c'est pas si dangereux que ça. Non, on fait ça quasiment tous les jours, nous autres, puis ça a bien du bon sens. Dans le coin, on se rappelle tout de même encore du décès de 2 jeunes filles en août 2017 qui avaient également été happées mortellement en bordure de cette même route. C'est pas la première fois, puis ça sera peut-être pas la dernière, là. C'est ça qui est triste. Tommy Roy comparaissait à nouveau devant les tribunaux aujourd'hui et il est toujours gardé en détention. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté et il restera détenu jusqu'à son retour en cour le 2 mai. William Maillet, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, en raison des températures plus chaudes, il y a une possibilité d'inondation mineure. La Ville appelle donc les riverains à surveiller la situation de près, en particulier dans les secteurs des lacs Bruyères, Beauchâtel, Montbéliard, Opasatika et des rivières Solitaire et Kinojévis. Donc, si des digues doivent être installées, les citoyens peuvent déjà commander du sable et des sacs auprès des fournisseurs. Et vous pouvez aussi consulter les secteurs à risque et les niveaux d'eau sur le site Web de la Ville. Et on poursuit dans la municipalité d'Anglier. Des citoyens sont exaspérés de l'état de deux chemins. Ils ont tenu une manifestation hier et demandent à la municipalité de s'attaquer à la situation. Notre collègue Olivier Morin était sur place. Des trous de ce genre, il y en a partout sur le chemin des Pins Rouges et du 6e rang Anglier, qui sont un important axe permettant de rejoindre plusieurs municipalités du Témiscamingue. Ils étaient une dizaine à exprimer leur ras-le-bol du mauvais état de la chaussée en raison de ce qu'ils jugent d'un manque d'entretien de la part de la municipalité et réclament le pavage complet des deux chemins. Il y a plusieurs bris d'auto. C'est un chemin qui devient non carrossable, presque non carrossable quand il pleut. Ça, c'est à tous les temps qu'il pleut. Là, souvent, ils vont passer la gratte, mais 3-4 jours après, ça recommence encore. Mais ça fait plusieurs années que c'est de même. On demande à la municipalité d'essayer de trouver des fonds pour arranger le chemin, comme du monde. Pas plus tard que la semaine dernière, un automobiliste a perdu son silencieux après avoir roulé dans un trou. Plusieurs résidents ont d'ailleurs fait parvenir leur facture de réparation à la municipalité. Bien que la loi stipule qu'elle est responsable des dégâts causés par l'état des chemins, elle refuserait de payer. Selon les manifestants, l'état actuel des deux chemins est un réel risque pour la sécurité. Un pompier résident dans le secteur nous a mentionné qu'il est difficile pour les services d'urgence de répondre à un appel dans un délai raisonnable en raison de l'état chaotique du chemin. Et une dame présente à la manifestation a eu récemment recours au service ambulancier et déplore son expérience. Je ne recommande pas à personne d'avoir l'ambulance à prendre dans les rangs d'Anglier. J'ai parti de la fin du chemin du Pin Rouge à m'en venir ici en mauvais état déjà. Et en rentrant au village, j'ai été obligée de dire aux ambulances « Arrêtez tout ça, je ne suis plus capable ». Elle a embarqué dans l'ambulance, je l'ai suivie. Ça a pris une éternité. Elle s'est ramassée quasiment en bas de la civière. Ils l'ont attachée. Tu ne peux pas te donner de transfusion d'un chemin à rough de main. Tu ne peux même pas te donner de bouche à bouche. À rien. Fait que les frais de santé, la sécurité publique des chemins de main, il n'y en a pas. Contactée ce matin pour une réaction, la directrice générale de la municipalité nous mentionne que les demandes des citoyens du secteur sont irréalistes car le coût pour paver un seul kilomètre est d'environ de 500 000 $. Elle mentionne également que la municipalité fait les efforts nécessaires pour entretenir les chemins. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Anglier. Triste constat maintenant, dans la région, plus de 1900 travailleurs ont subi un accident ou une maladie au travail et 9 personnes ont perdu la vie l'année dernière. En ce 28 avril, jour du deuil, Anthony Dallaire a pu s'entretenir avec Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région, sur cet enjeu. En 2024, la CNSST a recensé 107 124 lésions professionnelles et 246 décès. Est-ce que le travail de prévention fonctionne, M. Boulet? Bien, oui, on fait quand même des bons pas en avant, mais je veux, Anthony, avant de débuter, souligner que c'est important d'honorer la mémoire des personnes qui sont décédées suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. En 2024, il y a quand même eu une diminution de 6,3 % des lésions professionnelles. Et ça inclut tant les accidents que les maladies. Et donc, c'est signe que la prévention est une culture qui s'intègre de plus en plus dans les milieux de travail. Mais il y a eu 246 décès, comme tu viens de le mentionner.
Ça, c'est plus important que l'année précédente. Fait que ça veut dire qu'il faut continuer nos efforts, il faut faire de la prévention avec les travailleurs, les travailleuses, les syndicats, les employeurs. Et c'est quoi faire de la prévention de manière plus concrète? Identifier les risques d'accident. Si on les identifie bien, on peut les contrôler puis éventuellement les éliminer. Et parlez-moi des secteurs peut-être les plus à risque, les plus touchés par des accidents de travail, là. Et mon Dieu, c'est une question intéressante. Évidemment, dans la construction, il y a beaucoup de travail de nature physique. C'est là qu'il y a le plus d'accidents de travail, particulièrement le plus de décès. Mais dans des environnements manufacturiers où il y a beaucoup de gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées, il y a beaucoup de lésions musculo-squelettiques. Il faut se rappeler que dans nos milieux miniers, forestiers, il faut avoir des comités paritaires de santé et sécurité du travail, permettre aux travailleurs, travailleuses de participer. Puis après ça, comme je le disais un peu plus tôt, identifier les risques qui sont inhérents et spécifiques à chaque milieu de travail, puis collaborer tout le monde ensemble. Et ensuite, c'est la Semaine minière du Québec sous le thème « Ensemble, innovons pour le futur ». L'événement permet de découvrir ou d'approfondir ses connaissances sur ce secteur névralgique. Et pour l'occasion, jusqu'à dimanche prochain, le 4 mai, il y a une panoplie d'activités proposées tant à Val-d'Or, Amos qu'à Rouyn-Noranda. Il y aura entre autres des conférences, des journées portes ouvertes et des formations express. Pour connaître les autres activités, vous pouvez consulter le site web de l'Association minière du Québec. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. 1000 élèves du service scolaire de la Ricana performeront pour la 39e édition de la Semaine des Arts. On vous donne tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au Culturel Justine, le Centre de services scolaires à Ricana lance aujourd'hui la 39e édition de la Semaine des Arts au Théâtre des Escars d'Amos. Oui, Kémélia, ce sont 1000 élèves de la Ricana qui pourront mettre en valeur leur talent en théâtre, danse, chant et musique cette semaine. Au programme, il y aura plus de 60 numéros variés de plusieurs écoles primaires du territoire et de l'école secondaire d'Amos, en plus de l'harmonie à Ricana et les chants de chœur de l'école Saint-Viateur qui vont interpréter quelques pièces musicales. Voici ce qui attend les élèves participant à la Semaine des Arts cette semaine. La Semaine des Arts, c'est un ensemble de 10 spectacles, donc 5 qui sont dédiés aux élèves et 5 pour le public, pour les parents ou les amis des arts, qui comportent plusieurs numéros qui sont faits par des élèves de l'ensemble de notre centre de service scolaire. Ainsi qu'une exposition virtuelle des œuvres d'art des élèves du primaire, du préscolaire, du secondaire et même de l'école des adultes. Fébriles, très excités, ont hâte de présenter le fruit de leur travail à leurs collègues de l'école, mais aussi à l'ensemble de leurs parents. Parce que c'est vraiment quelque chose, on le voit, là, nos jeunes artistes arrivent ici avec des étoiles dans les yeux, des sourires, sont vraiment fébriles, comme je l'ai dit. C'est l'occasion parfaite d'encourager les talents artistiques des jeunes de la région. Vous pouvez vous procurer des billets sur le site du Centre de services scolaires de la Ricana. Et c'est la 39e édition de la Semaine des Arts et c'est vraiment une grande fierté pour les écoles du territoire de la Ricana. C'est vraiment un exploit, là. C'est la 39e. C'est 32 000 élèves qui ont foulé les planches du
du théâtre. Maintenant, c'est le théâtre des Esquerres avec une scène professionnelle, des prises de photos. Ça perdure dans le temps parce que c'est la collaboration de tout le personnel. Hein. On parle des enseignants de musique, mais on parle aussi des titulaires, on parle des directions, des secrétaires, des services du centre de service aussi. C'est un projet en quel tout le monde croit depuis ces 39 ans-là, puis ça ne pourrait pas durer sinon. Ça prend vraiment une grande équipe très soudée. Pour assister à la naissance peut-être de futurs artistes professionnels, pour voir la passion et les étoiles dans les yeux de nos élèves, c'est vraiment quelque chose qui est communicatif. Une défaite crève-cœur pour les Huskies de Rouyn-Noranda qui se sont inclinés face aux Wildcats de Moncton. Mais les séries se poursuivent. On en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Malgré une bonne performance vendredi, les Huskies reviennent à la maison avec un retard de 2 matchs dans les séries éliminatoires. La Meute s'est inclinée par la marque de 2-1 face aux Wildcats de Moncton. Une défaite crève-cœur alors que les hommes de Steve Hartley avaient su s'imposer en fin de deuxième période grâce à un but de Bill Zonon. Moncton a toutefois été tenace en inscrivant 2 buts à moins d'1 minute d'intervalle au début du 3e tiers. Les Huskies auront toutefois l'occasion de se reprendre demain soir, 19h, à leur tanière. Et la série se transporte à l'Arena Glencore pour les matchs 3 et 4 de cette série de demi-finale de la LHJMQ. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après les belles températures qu'on a eues dans les derniers jours, on va se retrouver en dessous du 0 demain. Oui, Kémélia, c'est sûr que c'est un petit peu décevant, mais pour les gens qui adorent le froid, profitez-en bien demain parce que bientôt, les températures estivales vont prendre le dessus. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, ce sont des nuages suivis de quelques averses avec un risque d'orage. Au cours de la nuit, du côté du Témiscamingue, il y a un minimum de 11 degrés. Demain, la journée sera assez mouvementée. En Abitibi, on s'attend à des averses de pluie qui vont se changer en averses de pluie verglaçantes en après-midi. On s'attend à 10 à 15 mm de pluie demain avec des vents de 30 à 50 km/h et un maximum de 18, mais la température va descendre plus près du 0 en après-midi. Même chose pour le Témiscamingue, sauf qu'on ajoute à ça un risque d'orage le matin et l'après-midi. Et en aperçu pour mercredi, partout en région, ce sera ensoleillé avec un maximum de 7. Demain, ce sera une journée très rocambolesque. N'oubliez pas votre parapluie, mais au moins le soleil de mercredi. Mais un petit baume sur tout ça, ça va faire du bien. OK, oui, merci Justine. Donc, je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques heures pour aller voter. Les bureaux de vote ferment à 21h30. Et bien sûr, on fera le retour de cette soirée électorale au bulletin de demain. Mais d'ici là, pour ne rien manquer, une émission spéciale se poursuit sur nos ondes. Passez une belle soirée.